À la fin du 19e siècle, d'aucuns ont l'idée d'exploiter les glaciers en force motrice. C'est l'invention de la houille blanche, une richesse aussi précieuse que la houille des profondeurs. Conduite forcée et électricité à vol d'oiseau, ça part d'ici, à Chamonix. À vol d'oiseau. ATMB et Globule Radio proposent la saison 4 de À vol d'oiseau. Un voyage sonore au départ de Chamonix pour découvrir les trésors et lieux fascinants de la Haute-Savoie. Sans autre but que la balade, je quitte la vallée de Chamonix sur mon tapis qui n'est ni électrique ni consommateur d'essence. Mon tapis marche au vent, au thermique, comme les parapentes, et c'est bien pratique. En redescendant vers la plaine, je remarque sur ma droite d'abord un siphon qui enjambe l'Arve, puis sur ma gauche une conduite forcée qui dévale la montagne. Je me demande ce que c'est. Après quelques recherches, j'apprends que ces deux ouvrages industriels sont liés à la petite centrale hydroélectrique de Chède et à relier au début de l'industrialisation des vallées alpines et à la houille blanche. La houille blanche, c'est quoi au juste ? La houille blanche, c'est l'énergie hydroélectrique produite par les chutes d'eau, par analogie avec le charbon, souvent appelé houille, qui était au XIXe siècle la principale source d'énergie connue et exploitée. En 1854, Camillo Cavour aurait vanté les mérites de la Savoie à Napoléon III en parlant de carbone bianco, par opposition à la houille noire, le charbon. Il désignait la glace des Alpes offerte par les montagnes de la Savoie. La formule de houille blanche, développée à Grenoble à partir de 1878 au cours de réunions locales, puis à la foire de Lyon en 1887 par Aristide Bergès, est définitivement popularisée lors de l'exposition universelle de Paris de 1889, où il en fait l'expression populaire pour caractériser la puissance hydraulique sous toutes ses formes. Les glaciers des montagnes peuvent, étant exploités en force motrice, être pour leur région et pour l'État des richesses aussi précieuses que la houille des profondeurs. Lorsqu'on regarde la source des milliers de chevaux ainsi obtenus et leur puissant service, les glaciers ne sont plus des glaciers. C'est la mine de la houille blanche à laquelle on puise et bien préférable à l'autre. La houille blanche transforme rapidement l'industrie savoyarde dans les vallées des Alpes du Nord. Les torrents savoyards ont de tout temps fait tourner les roues des moulins, des scieries, mais dès 1850, des turbines hydrauliques plus perfectionnées en améliorent le rendement. Aristide Bergès met au point en 1869 dans le Dauphiné les conduites forcées. Par la suite, l'invention de la dynamo en 1873 permet l'exploitation de la houille blanche. La turbine hydraulique entraîne la dynamo et le courant électrique produit alimente à distance le moteur électrique. Il faut une vingtaine d'années pour que soit mis au point l'adaptation de la turbine à la dynamo et le transport de l'électricité. D'abord, sont équipés les torrents à forte déclivité. En 1885, l'eau du Foron de la Roche, avec une basse chute, fournit l'électricité aux industriels le jour et le courant pour l'éclairage la nuit. Cette ville est une des premières villes de France à posséder l'éclairage électrique. Par la suite, les rivières à débit plus soutenu comme l'Arc, la Haute-Isère ou l'Arve s'équipent de conduites forcées et de centrales. Les petites usines hydroélectriques de Moutier, de Chède, du Giffre donne naissance à l'industrie alpine de l'électrométallurgie et de l'électrochimie. Les centrales restent tributaires du débit de l'eau, différent selon les saisons, donc on construit des barrages réservoirs. Les usines électrométallurgiques et électrochimiques sont construites au pied des centrales, le courant électrique ne pouvant être transporté au loin. L'énergie électrique favorise le développement des usines et des ateliers. L'industrialisation de la Savoie par la houille blanche déclenche la transformation du paysage et de la vie des Savoyards. En quelques années, le paysage des grandes vallées se modifie par l'installation de conduites forcées, de centrales, d'usines. On décide, mon tapis et moi, de remonter à Servoz pour cette fois vivre une redescente jusqu'à Chède, plus éclairée, si j'ose dire. À la fin du XIXe siècle, l'industrie chimique naissante se trouve largement tributaire de l'électricité. Cette nouvelle énergie est produite dans des groupes entraînés par des chutes d'eau.
Le barrage du pont des Lanternes a été construit en 1895 sur l'Arve qui sert de frontière entre Servoz et Passy. Il permet encore aujourd'hui d'envoyer de l'eau d'abord à l'usine dite de Servoz, au Châtelard, puis en aval à l'usine de Chède. Une conduite forcée en 2 tronçons alimente en effet à Passy ces 2 usines hydroélectriques. L'une va de Servoz au Châtelard, construite en 1892-1896, l'autre du Châtelard à Chède. Le barrage se trouve un peu en aval du village de Servoz, à 125 mètres du pont des Lanternes, en un point où une masse rocheuse émerge du lit de l'Arve. Il se situe approximativement au défilé où les éboulements antérieurs de la chaîne des Fises, embarrant le lit de l'Arve, constituaient les seuils de retenue successifs du lac de Servoz. Cette masse constituait le milieu du barrage et servait de déversoir, les bords étant remplis par 2 murs de maçonnerie, celui de gauche percé par la prise d'eau et celui de droite par une vanne de chasse accessible par une passerelle. Ah oui, dis donc, on voit nettement la masse rocheuse sur laquelle le barrage prend appui. Cette installation, établie antérieurement à la construction du chemin de fer pour l'alimentation de l'usine de Chède, avait dû être entièrement remise en état par la compagnie PLM. Longue d'une 20aine de mètres, la prise d'eau se faisait directement dans la berge de la rive gauche. Une grille inclinée en protégeait l'entrée en empêchant l'introduction des corps flottants. Elle était suivie de 2 autres grilles. Je survole maintenant la maison du gardien du barrage et le canal de décantation le long de la falaise des Gurs. Cette conduite forcée qui descend de Servoz à travers les Gurs donne son nom à l'usine dite de Servoz installée au Châtelard sur le territoire de Passy. Ce site a d'abord accueilli en 1896 la conduite forcée qui alimentait l'usine de Chède, puis en 1901 la centrale PLM. Après avoir été turbinée dans la centrale EDF de Servoz, l'eau du pont des Lanternes se dirige par un canal de fuite vers Chède. Elle passe sous le viaduc, la voie ferrée et la voie descendante et traverse le massif des Aigrats. L'eau se dirigeait directement sur Chède par une galerie souterraine creusée dans la montagne même. Le second tunnel qui traverse le massif est appelé Galerie des Aigrats. Cette galerie des Aigrats devait recevoir l'évacuation de la centrale du Châtelard et l'excédent d'eau non utilisé. De là, 2 conduites forcées de 1,40 m de diamètre et 420 et 450 mètres de longueur dévalaient du flanc de la Tête Noire en passant sous la route du Fayet à Chamonix et traversant l'Arve pour atteindre les turbines 140 mètres plus bas. Le trop-plein de la chambre d'eau était évacué par un puits qui débouchait au-dessous de la route pour retrouver l'Arve, introduisant ainsi dans le paysage une nouvelle cascade, intermittente il est vrai, apparaissant à chaque manœuvre d'arrêt de turbine et dite du déversoir. Oh là là, mais ça fait du bruit, votre radio n'est pas cassée, ne vous inquiétez pas, c'est simplement la conduite forcée qui débouche dans la falaise des Aigrats au-dessus de l'usine de Chède. Alors, conduite forcée ou toboggan ? La revue Mémoire de Chède relate l'anecdote suivante. En 1912, afin d'augmenter le débit d'eau pour l'usine de Chède, on procéda à des travaux à la centrale hydroélectrique du Châtelard. Au cours de ceux-ci, un ouvrier maçon chédois chuta dans le canal à l'entrée de la galerie qui longe la Tête Noire. Il fut emmené dans celle-ci et quelques instants plus tard, au grand ébahissement du gardien, il s'arrêta contre les grilles de la chambre de mise en charge. Sa stupeur passée, il l'aida à sortir de là. Il en fut quitte pour une belle frayeur et un bon bain glacé. Heureusement pour lui, la galerie n'était pas en pleine charge, sinon les Chédois n'auraient certes plus revu cette figure chédoise, Jean Torquio, dit Jean de l'accordéon. Cette descente a dû durer environ 10 à 12 minutes. Mais pour lui, dans l'obscurité la plus complète, que le temps a dû lui paraître interminable. Et si vous n'avez pas de tapis volant, prenez la sortie 21, direction Passy, ou remontez le viaduc des Aigrats en direction de Chamonix et tournez la tête à droite. À vol d'oiseau. La saison 4 de À vol d'oiseau à retrouver chaque mois avec un nouvel épisode au départ de Chamonix. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.